Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française, Libre Journal de la vie française dans lequel nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Dupont-Aignan, candidat annoncé pour l'élection présidentielle. Et maintenant, nous avons le plaisir, pour parler de politique étrangère avec Nicolas, de recevoir le général Jean-Bernard Pinatel. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Alors, il faut mettre les casques, bien entendu. Je rappelle, général Jean-Bernard Pinatel, que vous êtes général de brigade, ancien responsable du service d'information et de relations publiques des armées, appelé le CIRPA, fondateur du groupe permanent d'évaluation des situations créé à la demande, sauf erreur de ma part, vous allez me corriger, mon général, du président Giscard d'Estaing. Qui vous avez demandé ça. Docteur en études politiques, titulaire d'une maîtrise de physique nucléaire, je vous passe. Vous avez un CV aussi long que les médailles que vous avez reçues et vice-président du think tank Géopragma. Jean-Bernard Pinatel, nous avons souhaité avec Nicolas vous recevoir pour parler de politique étrangère, puisque malheureusement, depuis un certain nombre d'années déjà, le chemin politique pris par le président Macron semble tout simplement à l'opposé de la logique même et du bon sens même. Alors je suis très critique en disant ça, mais je pense que Nicolas sera d'accord avec moi, ne serait-ce que la politique à l'égard de la Russie. Oui, moi je suis très inquiet de ce qui se passe. Je trouve ça effrayant. Je l'ai trouvé au moment de la tension en Ukraine, où la France aurait pu être un arbitre, aurait pu prévenir le conflit. Et puis après, cette espèce de dérive folle qui est contraire à nos intérêts nationaux et qui est dangereux pour le monde. Voilà. Et au moment où d'ailleurs Trump essaye de faire la paix, de voir Emmanuel Macron souffler sur les braises et saboter cette paix, pour gaspiller notre argent public et empêcher une réconciliation évidente. Car si on regarde face à la Chine et aux États-Unis, l'alliance avec la Russie, elle est vitale. Alors, moi j'ai une question tout de suite pour le général Jean-Bernard Pinatel par rapport à ce que vous venez de dire, Nicolas Dupont-Aignan. Mon général, est-ce que, très honnêtement, à l'heure actuelle, compte tenu des prises de position du président Poutine, on peut encore espérer une paix? Bien entendu, mais de toute façon, moi je pense que la paix, sous l'angle paix avec un P majuscule, va mettre du temps Non, mais un arrêt des conflits. Ce qu'on peut espérer, c'est ce que j'avais écrit dans mon livre. C'est un cessez-le-feu du type, vous voyez, le scénario coréen, c'est-à-dire par épuisement de l'Ukraine, vraisemblablement, et peut-être diminution de l'aide occidentale et américaine en particulier, eh bien, la Russie et les forces russes arrivent sur les limites des 4 oblats qui sont maintenant russes puisque la Douma les a annexés, et Poutine n'a vraisemblablement ni l'envie ni les moyens d'aller plus loin. Et donc, à partir du moment où et puis la volonté, la pression quand même des grandes puissances, et notamment des États-Unis, eh bien, on peut estimer qu'il y aurait, comme on a vu peut-être doucement ce week-end, une espèce de cessez-le-feu avec une ligne, un espace démilitarisé, comme on voit en Corée du Nord et en Corée du Sud. Voilà. Oui. Et ça dure depuis 73 ans, alors qu'il n'y a jamais eu ni un armistice ni une paix signé entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Simplement, la Chine et les États-Unis étaient d'accord pour arrêter les frais. Donc, la paix, c'est quelque chose, tant que l'Union européenne, pour les États-Unis, ce qu'il a besoin, Trump, c'est surtout d'éviter ce qu'il a reproché à Biden en permanence durant sa campagne, c'est d'avoir poussé la Russie dans les bras de la Chine et d'avoir durci les BRICS, avec maintenant le risque terrible pour le dollar du fait que le dollar ne soit plus, d'ici quelques années, une monnaie de réserve. Alors, puisque déjà
on arrive, le pétrole et le gaz russe est payé en yens et en roupies, et donc les BRICS ont parlé de créer un panier alternatif. Donc, et en plus, dernier point, je rappelle, c'est que pour les deux menaces qui ont été citées par Trump et puis par les dirigeants du mouvement MAGA, c'est, en plus de cette menace face au dollar, c'est la menace chinoise, menace politique, c'est le communisme, menace militaire, puisque aujourd'hui, même les amiraux américains estiment que la marine chinoise serait en mesure de dominer la marine américaine parce qu'on a trop dépensé. L'amiral Cold, qui dirige la marine américaine, dès avril 2023, a dit je ne reçois plus les missiles qui me sont nécessaires, les SM-6, et je ne serai pas en mesure de soutenir un combat de longue durée face à la menace à la marine chinoise. Vous voyez, donc il y a tout un... Et deuxièmement, il y a le soutien à Israël, parce que toute l'équipe qui entoure Trump est une équipe qui a été déployée en Afghanistan ou en Irak, comme Tulsi Gabbard, comme PTSEC, qui a eu des cyberstars, et tous ces gens-là considèrent, et le peuple américain depuis le 9-11, considère que l'islam radical est une autre menace. Et ça, là encore, la Russie peut aider, notamment vis-à-vis de l'Iran. Alors, donc pour oui. Trump, il a besoin de détacher, ou du moins d'éviter que la Russie renforce ses liens avec la Chine et les pays des BRICS. Voilà. Et donc, il est prêt à faire beaucoup de concessions, d'autant plus que ça ne va pas lui coûter cher, puisque ce sont les oblasts ukrainiens. Voilà. Et donc, il va y avoir même, et les négociations, on le voit aujourd'hui, qui se mènent entre la Russie et les États-Unis, couvrent tous ces domaines. On voit qu'ils discutent un peu partout. Ils ne discutent pas uniquement que de l'Ukraine. Sur l'Ukraine. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean-Bernard Pinatel, Ukraine, le grand aveuglement européen, carnet de 2 ans de guerre aux éditions Ballant. Jean-Bernard Pinatel, Nicolas Dupont-Aignan, je vous écoute avec intérêt, mais je suis surpris parce que quand on regarde le président Poutine, on a l'impression qu'il a envie de continuer, on n'a pas l'impression qu'il a envie de trop de s'arrêter. De l'autre côté, quand on regarde l'Europe, c'est la même chose, on a l'impression qu'ils veulent plus continuer qu'autre chose. Donc, personnellement, j'ai du mal à imaginer demain que les choses puissent s'arrêter. Et vous y croyez, l'un et l'autre? Oui, mais l'Europe n'a pas les moyens. L'Europe n'en a pas les moyens. L'Europe parle beaucoup, mais si vous lisez encore ce qu'a vient de dire un commodore anglais, amiral anglais, qui est Steve Jermy, il a publié un article qui est terrible sur la capacité à l'Europe à s'opposer à la Russie, et même de l'OTAN à s'opposer à la Russie. Donc, je pourrais développer ça. Donc, on n'a pas les moyens. Si les États-Unis ne veulent sortir du jeu, on n'a pas le moyen de s'opposer à la Russie. Voilà. Donc, et ça, je peux vous le démontrer très facilement en 5 minutes. Et ce n'est pas moi qui le dis. Comme par hasard, c'est un Anglais qui est encore plus anti-russe que... Voilà. Alors, j'ai un auditeur... Voilà, donc, il faut être sérieux. J'ai un auditeur qui nous écrit: peut-on demander au général l'étonnante incompétence des généraux de bazar? Xavier Moreau les appelle les gamelins de plateau. Ces mêmes généraux qui méconnaissent totalement la puissance des nouveaux missiles Oreshnik, dont vous nous parlerez sans doute, qui, sans poudre ni atome, rendent caduques les bunkers les plus enfouis. Un état-major otano-ukrainien fut détruit dans un abri anti-atomique construit par les sociétés à 32 mètres de profondeur. Impressionnant. Oui, mais effectivement, c'est ce que dit cet amiral anglais. Il développe 5 points, mais il dit notamment les missiles intermédiaires russes qui sont capables, si vous voulez, qui montent jusqu'à 1500 km d'altitude, et puis qui redescendent pratiquement à la verticale à plus de Mach 10.
Oh là, ah oui, Donc, d'accord. vous voyez, Donc, plus 10 fois la vitesse du son. Et ils annoncent qu'un seul pour faire la démonstration avec une tête inerte. Et personne ne l'a vu arriver. Ils l'ont dans les faubourgs de Kiev avec une précision extraordinaire. Et il avait été tiré de quelque part de la Caspienne. Voilà. Donc, vous voyez, et donc ils ont fait une démonstration. Et l'amiral anglais dit les Russes sont capables de nous détruire tous les 40 terminaux GNL qui permettent à l'Europe aujourd'hui de récupérer 30% du gaz qu'il veut, mais aussi tous nos principales industries de défense qui sont en surface, qui n'ont pas été enterrées comme elles le sont en Russie ou qu'elles le sont en Ukraine. mais alors pourquoi Voilà, est-ce qu'il patine? donc ça serait très facile, si vous voulez, si on déclenchait la guerre, la Russie, d'être désarmée en 24 heures. Mais, Voilà, et ça, c'est un amiral anglais qui le dit. oui, mais alors, moi je vous écoute, mais finalement on a l'impression qu'en Ukraine il patine. Comment non, en Ukraine, d'abord, l'Ukraine résiste bien, elle a résisté, elle résiste, et ce qu'il faut comprendre dans cette guerre, c'est une guerre de nature tout à fait nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un déplacement de 1 mètre sans être repéré. Et Oui. aujourd'hui, c'est une guerre avec des drones où on est en plein d'attaquer. Donc, c'est une guerre qui, par rapport à la guerre que moi j'ai appris quand je dirigeais mon régiment contre les blindés soviétiques, etc., a changé de nature complètement. Donc, les grandes attaques ne sont pas possibles et il ne peut y avoir que du grignotage. Et ce grignotage, c'est une guerre d'attrition, en fait. Et cette guerre d'attrition, aujourd'hui, on le voit très nettement, elle est totalement au profit des Russes qui, on peut dire, allez, dans les 6-7 mois, arriveront à la limite des oblasts qu'ils ont annexés. Ils sont déjà, celui de Lugansk, ils y sont déjà, et ils ont légèrement dépassé. Il en reste à peu près 20% du Donetsk, plus de Kherson et de Zaporijjie, mais ils avancent. Voilà, et plus ça va, plus l'Ukraine a un problème non seulement de matériel et de munitions, mais surtout d'effectifs. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a ils ont des problèmes de désertion, et ça, ils le disent eux-mêmes, hein, de désertion, de gens qui refusent vraiment de se battre s'ils ne désertent pas, et puis de pertes. Tout cela fait que après 3 ans, plus de 3 ans de guerre, eh bien, l'Ukraine, eh bien, les Russes avancent toujours un peu plus vite. Ils grignotent, mais ils grignotent un peu plus vite. Voilà le truc. Et donc, ils vont arriver, et ça sert à rien. En plus, c'est ça qui est terrible. Moi, je suis vraiment pour aller comme le message du pape, puisque de toute façon, on sait que ils veulent ces 4 oblasts et qu'ils ont les moyens de les atteindre et que nous, on n'est pas capable de les contrer. Donc, il faut arrêter. Et on aurait pu malheureusement arrêter cette guerre dès avril 2022. Bien sûr. Voilà. Alors, et c'est ça qui est terrible. Moi, je voulais juste poser une question Nicolas générale. D'abord, je le rejoins, c'est une tragédie. C'est une guerre civile, quelque part, de peuples frères qui ont vécu 4 siècles ensemble. C'est très triste. Avec des drames aussi. Oui. Staline a affamé l'Ukraine. Enfin, il ne s'agit pas de dire que les Russes ont raison sur tout, loin de là. Mais c'est une guerre abominable qui aurait pu être évitée. Et ce qui est terrible, c'est de voir à quel point les Européens ont joué un jeu extrêmement malsain. Mais sans en avoir en plus les moyens. Non seulement ils sont trompés, mais en plus ils n'ont même pas les moyens de leur erreur. C'est ça qui est tragique. Mais au-delà de ça, moi la question que j'ai envie de poser, c'est il y a une contradiction. Il faut, selon vous, mon général, 6 mois pour que les Russes atteignent leur objectif, et en même temps, il faut reconnaître que Trump leur offre une porte de sortie quand même exceptionnelle. Et est-ce que Trump peut attendre 6 mois donc il y a une espèce de contradiction entre le moment de paix qui est maintenant et l'objectif. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, vous parliez d'une situation à la coréenne. Cette situation serait tragique parce que ce serait la meilleure situation pour les Américains qui laisserait une plaie ouverte au cœur de l'Europe, alors que pour nous, Français,
et européens, si on veut compter demain dans le monde du XXIe siècle, il faut qu'on règle ce problème ukrainien par une zone neutre et qu'on se réconcilie avec la Russie, car si les Américains font des accords économiques avec la Russie, si nous restons fixés sur cette espèce d'abcès purulent au cœur de l'Europe, eh bien, on sera complètement largué dans la seconde moitié du XXIe siècle et on va perdre énormément d'atouts. Et donc, je crois que sans être naïf vis-à-vis de quiconque, il s'agit absolument d'aller au-delà du cessez-le-feu pour trouver des conditions de sécurité durable en Europe qui nous permettent de reprendre une coopération correcte et permettre de peser face à la Chine et face aux États-Unis. Et j'aimerais avoir votre analyse là-dessus. Oui, alors effectivement, d'après ce qu'ont dit l'entourage de Trump, qui participe aux négociations, c'est qu'il y a deux options. Il y a l'option qui serait l'option logique si on veut arrêter un cessez-le-feu, c'est de s'arrêter sur la ligne de front actuelle. Et il y a la deuxième option qui est l'option russe. Si je m'arrête, je veux m'arrêter sur les limites des oblasts que j'ai annexés. Et voilà, le problème qu'il y a, c'est que on n'a plus les moyens d'empêcher Poutine, d'amener Poutine à l'option qu'il souhaite. Et à l'option, je veux dire, de l'arrêt sur le front actuel. Parce que Poutine, aujourd'hui, il est en économie de guerre, ses forces avancent, les sanctions, finalement, on a vu le patron des investissements russe aller à Washington et on lui a posé la question, vous êtes là pour faire supprimer les sanctions? Il a dit, surtout pas. Les sanctions, ça a été, une chance pour l'économie russe. Voilà, donc il n'y a aucun moyen, ils n'ont aucun moyen de pression sur Poutine. Et qu'est-ce que moi, d'après moi, je pense, et ce que j'ai l'impression de voir, c'est que Trump a renoncé à faire un accord purement sur l'Ukraine. Je pense qu'il a envie que les gens qui discutent, il y a plusieurs personnes de son staff qui discutent, il voudrait un deal beaucoup plus global. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Mais je ne pense qu'il n'arrivera pas, il n'a pas les moyens de dire à Poutine, voilà, maintenant, il a les moyens de le dire à Zelensky, mais il n'a pas les moyens de le dire à Poutine, ma solution, c'est qu'on s'arrête à l'endroit où le cessez-le-feu sur le front actuel. Voilà, et donc c'est pour ça que là aussi ça dure. Et en même temps, pour Trump, dans son équipe et pendant la campagne, notamment Vance avait dit pour moi, les 4 oblasts sont perdus, etc. et tout ça. Mais le problème, c'est de le faire passer. Il faut faire passer cette affaire sans avoir l'impression de donner tout à Poutine facilement. Voilà, donc c'est pas facile et je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Oui, c'est pas facile, voilà. D'autant plus que les Européens mettent de l'huile sur le feu. Alors, bien entendu. Et la vraie question. Oui. Je vous en prie. Ils mettent de l'huile sur le feu, beaucoup en parole, parce que oui. aujourd'hui, le pays qui est le plus à même d'assurer son approvisionnement en munitions et en matériel, c'est l'Ukraine elle-même. Nous, l'apport, en gros, par rapport à l'apport américain, on est capable dans les années passées, on a fourni à peu près 20 à 30% de ce que les Américains ont fourni. Voilà, donc on n'est pas capable de faire plus. Alors pourquoi? Et c'est ce que cet amiral anglais, dont je vous ai cité, Steve Jeremy, a dit dans ce papier qui est extraordinaire et avec le cynisme anglais, il a dit si on avait peur de la Russie, de la menace russe, eh bien depuis 3 ans on serait mobilisé. On serait mobilisé industriellement. Or, on n'a rien fait. Oui, c'est très intéressant ça, comme analyse. Or, on n'a rien fait. Alors oui, on a fait quelque chose. L'armée française, en obus de 155, on en produisait 9 000 par an. Maintenant, on en produit 27 000. Mais au début de la guerre, les Russes en produisaient 2,5 millions. Et les États-Unis en produisent aujourd'hui 1,2 million. Vous voyez, donc on n'est pas, quant à l'Allemagne, là, il y a un rapport terrible qui vient d'être sorti par la Bundeswehr, c'est que le matériel allemand a été considéré par les Ukrainiens comme très mauvais.
Alors très mauvais, pas adapté à la guerre en Ukraine, dès qu'il y a une panne, très difficile trop compliqué, etc. J'ai ce rapport qui a été publié par la presse allemande. Voilà, donc on n'est pas en mesure de faire la guerre tout seul à l'Ukraine, et même l'OTAN, c'est ce que dit ce commodore anglais, il dit on ne pourrait pas parce que, et alors ça c'est un amiral qui est spécialiste de la lutte anti-sous-marine, qui le dit, c'est si on faisait la guerre à l'OTAN, les États-Unis devraient envoyer des convois à travers l'Atlantique pour renforcer le potentiel à l'Europe, mais on n'est pas en mesure aujourd'hui d'assurer la sécurité des convois face aux sous-marins russes. C'est complètement... Il écrit, tout ça, c'est écrit par comment on l'est donc. Et vous n'évoquez pas, donc, mon même général. Si les États-Unis. Oui. Et vous n'évoquez pas de surcroît la question des troupes, puisqu'on n'arrive pas à fidéliser nos soldats. Il y a eu une étude sur l'armée britannique et sur l'armée française. Il faudrait déjà qu'on soit capable de fidéliser nos soldats. Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous. Moi, si vous voulez, j'étais le coordinateur défense de Fillon, et on avait mis en 2017 comme première chose à faire, c'était la condition militaire. Bien sûr. Et or, on a une condition militaire qui est totalement dégradée, et c'est pour ça on n'arrive pas à fidéliser, mais on n'arrive pas à recruter. Dans l'armée de terre, aujourd'hui, on prend tout ce qui se présente. Il n'y a plus de sélection. Et c'est le rapport du Sénat qui l'indique. Il y a encore une sélection de 2 pour 1 dans l'armée de l'air et de 2,5 pour 1 dans la marine, mais on n'a plus de sélection dans l'armée de terre. Et donc, nos régiments actuellement, sauf les forces spéciales, ont un déficit par rapport au tableau d'effectifs ouvert de 10 à 15%. Voilà. Donc, et encore... Et alors, en Angleterre, ils ont eu un truc un peu plus grand parce qu'on les gens ont dit qu'ils peuvent démissionner. Ils démissionneraient si on voulait les engager contre la Russie. Ouais. C'est ce qu'ont dit les Anglais. Donc, ouais, non, on n'est pas prêt. Et surtout, ce qui est quand même très étonnant, en dehors de ce discours de Macron et des Allemands, de Scholz, voire des Britanniques, c'est que ils disent la Russie est une menace, la Russie, etc., mais ils ne font rien. Je rappelle quand même que notre loi de programmation militaire qui était prévue avant 2022, on n'y a pas mis un sou de plus, si vous voulez. Donc, si on craignait vraiment après l'agression russe de février 2022, on aurait dû effectivement tout de suite réviser la loi de programmation militaire. Et on n'a rien fait. Et même, on a prélevé du matériel, on a prélevé la moitié de nos canons César à nos armées. Vous voyez, donc, on n'est pas cohérent. Le vrai problème, c'est que nos dirigeants européens sont des grands parleurs qui prennent leurs désirs pour des réalités, mais qui ne passent pas aux actes, qui sont des impuissants. Voilà, pointe à la ligne. C'est en tout cas ce que je pense. J'ai des questions d'auditeurs, donc vous me permettrez. J'ai un auditeur qui nous écrit comment expliquer, qui est un ancien militaire, que ce personnage quasi psychopathe qu'est le gamin Barrot annonce encore ce matin de nouvelles sanctions contre la Russie. Ne serait-il pas aussi intelligent que Macron? Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais bon, on a bien vu l'effet des sanctions contre la Russie. Mais bien sûr. Pourquoi elles n'ont pas marché? La Russie est un pays qui a des matières premières agricoles, des matières premières minérales et des premières énergétiques dont le monde a besoin. Et les sanctions n'ont fait que simplement qu'augmenter les prix. Donc, même s'ils ont diminué ce qu'ils exportent, ils récupèrent toujours autant d'argent. Donc, et il faut quand même savoir, c'est que Poutine, depuis 2014, avait anticipé ce qui allait se passer, et donc la Russie avait pris énormément de dispositions pour ne pas souffrir des sanctions européennes qui avaient commencé en 2014. La vraie question qui se pose, elle est beaucoup plus générale. C'est qu'on a des nations européennes qui ont abandonné l'esprit national et qui croient qu'une construction bureaucratique,
qui est celle de l'Union européenne, va se substituer. Or, une nation, c'est un sentiment avant d'être une construction. Et ils n'ont pas compris qu'en face, ils avaient des nations qui existaient. Et on peut en vouloir à Trump de tout, sauf que Trump a compris que s'il continuait comme ça, avec une politique délirante contre la Russie et à la pousser dans les bras de la Chine, ce que je ne cesse de répéter depuis 3 ans dans l'indifférence générale, on allait à la catastrophe, puisque la Chine a les terres rares, la Russie a les terres rares, et que si on se fâche avec les deux, eh bien on n'y arrivera jamais. Et ce qui est terrible et ce qui me rend malade sincèrement, c'est de me dire que ce qui était évident déjà en 2022 n'est toujours pas compris. Et aujourd'hui, au moment où les Américains nous prennent de vitesse pour récupérer les terres rares russes, pardonnez-moi, je vais être vulgaire, mais ces abrutis de dirigeants européens, parce que c'est vraiment le terme, ne comprennent pas qu'ils sont en train de se faire maintenant doubler par les Américains. Et au même moment, Mme von der Leyen et tous ses sous-ministres interdisent la voiture électrique, nous mettent dans des impasses industrielles où on a besoin des terres rares. Donc on est... Enfin, je veux dire, un enfant de 15 ans, un jeune de 15 ans serait capable de comprendre les incohérences. Vous savez, c'est Jacques Rueff qui disait « Soyez socialiste, soyez libéral, mais soyez pas menteur ». Là, on a l'impression de dirigeants totalement incompétents, dans des contradictions hallucinantes. Et c'est ça qui me révolte le plus, si vous voulez, c'est cette incapacité que j'ai d'ailleurs, moi, en tant que responsable politique, à essayer de faire comprendre à mes collègues et à l'opinion ce qui se passe. Alors, on a évidemment des médias qui abrutissent complètement les gens, parce qu'il est clair qu'on ne m'invite plus sur France Télévisions, ou sur Radio France, ou sur France Inter, ou sur France Info, pour avoir ne serait-ce qu'une minute de temps de parole, face à l'avalanche de propagande. Ça, c'est un vrai problème. Et je vous remercie, M. Poultier du Ménil, cher Laurent, de nous inviter. Voilà, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre le général Pinatel, qui a beaucoup de choses et qui est plus compétent que moi sur ces affaires. Alors, j'ai une question, Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez parlé du sentiment national et vous avez parlé de l'état de nos armées. Est-ce que vous souhaiteriez éventuellement remettre le service militaire en France ? Alors, je vais être très clair. Moi, je suis déjà pour un service civil de 3 mois, filles et garçons, mais qui ne peut pas être géré par l'armée, qui a déjà suffisamment de soucis, pour déjà refaire un mélange de notre jeunesse et de essayer de leur montrer ce qu'ils ont en commun. Et puis après, avec une option militaire d'engagement de 2 ans, qui permettrait de former des jeunes, de leur apprendre. Mais je crois qu'on ne peut pas demander à l'armée, alors là, moi j'aimerais avoir l'avis du général, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans l'état de nos armées, leur remettre sur le dos un service national militaire. Ils en sont incapables de pouvoir gérer ça. C'est pas une garderie, l'armée. Oui, mais surtout, c'est donc je pense l'encadrement. Voilà, il n'y a plus l'encadrement, il y a plus. Donc je pense qu'il faut refaire quelque chose. J'avais pensé à ce service civique de 3 mois et après une option militaire qui permette de créer une sorte d'appel d'air au talent. Mais si on veut faire quelque chose de sérieux, il faut revoir la condition militaire. Et le général en a parlé, et je pense qu'il a beaucoup plus de choses à dire que moi là-dessus, mais c'est la clé. Si on n'attire pas les talents et si on ne leur offre pas des conditions de vie, d'espérance un peu plus importantes, l'armée ne s'en sortira pas. Mon général, Jean-Bernard Pinatel. Oui, alors, mais c'est surtout le problème d'encadrement. Avant 1990, pour vous dire, moi, dans les années même 60, quand je suis sorti de Saint-Cyr, ma promotion de Saint-Cyr était de 525. Sous-lieutenant, vous voyez. Aujourd'hui, une promotion qui sort de Saint-Cyr, c'est moins 200, c'est 90. Vous voyez. Donc voilà. Donc on a une armée qui n'a plus le volume officier, sous-officier nécessaire. En plus, c'est une armée qui devient très technique. Donc c'est très difficile même de maintenir des sous-officiers compétents à l'intérieur de cette armée. Et donc elle n'a pas le moyen de sortir des cadres pour encadrer un service militaire. Alors, est-ce que l'on pourrait le faire avec les hommes de réserve? Mais on reviendrait toujours au même problème. Aujourd'hui,
une classe d'âge en France, c'est 800 000 personnes, 400 000 femmes, 400 000 hommes. On ne va pas demander à l'heure de l'égalité un service militaire qui ne concerne que les hommes. En Israël, si vous voulez, les hommes font 3 ans et les femmes en font 2 ans. Mais effectivement, donc, il y a un peu moins de femmes que d'hommes, mais elles le font. Donc, la classe d'âge est beaucoup plus faible, puisqu'il n'y a que 9 millions d'habitants. D'ailleurs, si je peux me permettre, Général, Laurent Poultier du Midi, pourquoi j'avais proposé un service de 3 mois? C'est parce que justement, ça permettait de faire 200 000 sur 800 000. Sur les 200 000, on pouvait espérer gérer dans les collectivités locales, dans les hôpitaux, c'était un service civil. C'est court, le temps de s'habituer, c'est court. Oui, mais c'est court, mais il y avait déjà 8 jours tous ensemble, et après, c'était un service civil où chacun les gérait. Moi, dans ma commune, je peux en prendre 5, on a 30 000 habitants, je peux en prendre 10, et au moins les jeunes sortaient de chez eux, on les sortait de leur milieu, on les décloisonnait pendant 3 mois. Si déjà on arrivait à faire ça, et après avec une option militaire de 2 ans, ça serait extraordinaire, ce serait déjà un miracle. Donc, je crois que là aussi, il faut savoir avoir une démarche progressive, et puis il y a des urgences. L'urgence absolue, c'est la condition militaire, pour moi. Alors, j'ai un auditeur qui nous écrit: un service militaire, je n'accepterai pas d'envoyer mes fils avec les voyous de banlieue qui piqueraient les armes et seront formés pour les retourner contre nous. Un juge expliquerait, en cas de problème, qu'on doit tolérer ce genre de situation car nous restons de méchants colonisateurs. Voilà, bon, c'est un auditeur qui a le sens de l'humour. Oui, mais non, mais ça on savait faire. Quand moi j'avais mon régiment de chars en Allemagne, on recevait des jeunes illettrés, on recevait des jeunes des banlieues, on recevait des jeunes, etc. Ce qu'on savait, c'est qu'on avait un véritable encadrement à l'époque, officiers et sous-officiers. Moi, pour 2000 hommes, j'avais 170 cadres. Et c'était une insertion remarquable. Hein? C'était une insertion remarquable, bien sûr. Et voilà, et nos officiers de réserve, on leur faisait, pour ceux qui n'avaient pas le brevet, le soir, on leur donnait des cours de français, ils sortaient du service militaire de 12 mois en sachant nager et en ayant le brevet, voilà, le certificat primaire. Voilà. Et la possibilité de passer leur permis de conduire, etc., pour ceux qui n'avaient pas les moyens. Oui, mais en même temps, déjà, le vrai problème qu'il y avait déjà dans le service militaire, c'est qu'on n'en incorporait que très peu. Déjà, en incorporant que les hommes, il y en avait toute une partie, et on parlait de l'inégalité du service militaire. Quand j'étais au CIRPA, je passais mon temps à voir les parents parisiens qui essayaient de trouver des raisons pour que leur enfant ne fasse pas le service militaire. Voilà, donc je crois que Jacques Chirac a pris, même si je l'ai critiqué à l'époque, a pris la bonne décision qui était du temps qu'on voyait venir devant nous. Et aujourd'hui, si vous voulez, il faudrait... alors, c'est ce que dit la commissaire parlementaire aux armées allemandes, qui a fait un rapport très choc en avril 2023. Elle a dit qu'il faudrait 10 ans pour recréer l'armée allemande. Voilà, donc si vous voulez, pour cette remontée en puissance, si on voulait vraiment mobilisé parce que la Russie est une menace épouvantable, ben, il faut 10 ans. Parce que pour créer un capitaine, il faut 10 ans. Voilà, et pour créer des unités élémentaires. Et c'est ça le problème. Nous, aujourd'hui, un chef de section, on le forme en 4 ans à Saint-Cyr. Vous voyez, donc on ne peut pas remonter en puissance comme ça sur un coup de main. Voilà, un sous-officier, il faut 1 an et demi. Et puis quand il est spécialiste, il faut 2 ans. Donc, une remontée en puissance, ben, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire dans une perspective très courte. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les Européens le savent bien. C'est pour ça que la majorité des Européens souhaitent être présents et ne croient pas à une armée européenne et croient à la protection américaine. Et notamment la Pologne, tous ceux qui sont première ligne, je peux vous assurer que c'est pas en Macron ou en Scholz qu'ils croient pour la protection. Et vous n'imaginez pas que finalement le président Poutine aurait quelque intérêt que ce soit à continuer la guerre telle qu'elle est à l'heure actuelle? Alors, Poutine, je vais vous dire, il a quand même
quand je dis ça, je me fais traiter c'est quand même un modéré par rapport à la droite ultranationaliste qui a déclaré dès le premier jour de guerre qu'il fallait utiliser l'arme nucléaire à la Douma. Hein. Si vous regardez les débats à la Douma, c'était un très... Alors, il y a toute une partie de l'aile de droite ultranationaliste qui souhaite qu'il aille jusqu'à Odessa. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent les deux oblats de Mykolaïev et d'Odessa, mais ce que je dis et ce que j'écris par rapport à cela, c'est que y aller, s'il y a un effondrement de l'armée ukrainienne, c'est possible. Le problème pour conserver ces deux oblats, c'est que c'est un problème qui lui nécessite au moins la mobilisation de deux armées. Pourquoi? Parce qu'entre Zaporijjie et la Transnistrie, il y a 400 km de plaine. Et donc, il faudrait, sur les frontières nord de ces deux oblats, eh bien, il faudrait 3 armées pour maintenir, alors qu'aujourd'hui, le front est réduit de moitié parce qu'il y a le Dniepr dans toute la partie basse qui est un obstacle naturel. Donc, pratiquement, ça doublerait le front russe et dans un endroit où il n'y a pas un endroit pour s'accrocher. Voilà, donc je pense qu'en risque en jeu, quelqu'un qui réfléchit sainement et qui n'a pas une fuite en avant ne doit pas prendre le risque d'aller jusqu'à Odessa. Voilà, ça c'est mon point de vue, même si j'admets très nettement que Poutine subit une forte pression de ces groupes nationalistes qui disent c'est quand même nous qui avons créé Odessa, il faut supprimer l'accès à la mer Noire de l'Ukraine, etc. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, on peut considérer quand même, moi je considère que Poutine a été quand même un homme raisonnable et qu'il a fallu vraiment le provoquer. Rappelez-vous quand même en 2014, quand le Donbass, à Lugansk et à Donetsk, ils ont fait un référendum, qu'il y a eu 87 et 93% pour attachement à la Russie, il a déclaré ces référendums illégitimes. Et il a cru aux accords de Minsk II. Vous voyez, il a cru aux accords Minsk II. Ce qui est très... Et il était prêt en avril 2022 à arrêter la guerre si l'Ukraine acceptait d'être neutre, voilà, et de ne pas rentrer dans l'OTAN. En avril 2022, on a le texte de cet accord. C'est très intéressant, mon général, ce que vous dites, parce que c'est ce que je ne cesse de répéter depuis des mois, c'est que vraiment, la question majeure, c'est la neutralité de l'Ukraine, c'est la capacité des Européens, maintenant, puisque les Américains ont changé d'avis, à arrêter de se servir de ce combat pour affaiblir la Russie. Et donc, au-delà du cessez-le-feu, qu'il soit sur la ligne... qu'il soit sur la ligne de front, mais ça ne sera pas sur la ligne de front, ça sera sur les 4, bien évidemment. C'est vraiment l'avenir du régime ukrainien qui se pose. C'est-à-dire d'être capable de mettre en place un régime neutre, d'être capable de reconstruire une paix, un accord de sécurité globale, car sinon, on va à la catastrophe pour l'Europe. Quand je dis pour l'Europe, c'est-à-dire autant pour la Russie que l'Union européenne. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. La Russie quand même est affaiblie par ce conflit. Poutine n'a pas envie de mobiliser les jeunes Russes. Il mobilise qu'une partie. Et donc, c'est là où je trouve tellement dommage que les dirigeants européens ne soient pas sur la même ligne que Trump, de manière à pouvoir trouver un compromis qui aille au-delà du cessez-le-feu pour construire les bases d'une paix durable, quoi. Alors, Poutine, je veux dire, a fait une guerre avec son armée d'active. Alors, il a simplement augmenté l'armée d'active en payant mieux les soldats. Donc, il a augmenté de 160 000 hommes l'armée d'active. Mais, si vous voulez, j'ai pas mal de Français amis qui sont en Russie. On vit en Russie comme chez nous. Tout à fait. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas... Tout à fait. On ne parle pas de la guerre, on ne parle pas de la guerre tous les jours. Cela dit, il faut quand même savoir que le patriotisme est quelque chose qui existe très fortement en Russie. Pourquoi? Et moi qui suis allé en Russie plusieurs fois, qui est installé en Russie dans les années 90 et 2000, 2002, toutes les grandes entreprises françaises,
ils ont perdu quand même 23 millions de morts. Mais bien Et il n'y sûr. a, dans la Grande Guerre patriotique. Et donc, il n'y a pas une famille où ils n'ont pas un père ou un grand-père qui est mort. Et donc, ça, si vous voulez, nous, moi, je suis à Biarritz, on a été bombardé par les Anglo-Saxons en avril 44, qui ont loupé en partie l'aéroport de Biarritz, mais on n'a pas eu un mort. On n'a pas eu un mort ni un blessé dans ma famille, qui est une grande famille de Biarritz. Vous voyez, et ça n'a rien à voir. Donc, alors on va au monument aux morts, mais en Russie, c'est dans leur tripes. C'est dans leur tripes. Et voilà. Et donc, il y a un patriotisme, effectivement, et qui existe. Et parce que quand on parle de mon grand-père, etc., il est mort à Stalingrad, il est mort à Leningrad, il est mort à tel endroit. Donc, dans toutes les familles russes, il y a un discours permanent au moment des anniversaires sur la mort de quelqu'un de la famille. Voilà. Et il ça, y a ce défilé avec les portraits. Comment? Il y a ce Oui. défilé avec les portraits de famille, vous savez? Oui, oui. Voilà, donc voilà ce qui nous différencie. Et donc, moi, je pense. Alors, et en plus, il y a une résilience considérable du peuple russe. Quand on pense qu'ils ont perdu 23 millions de morts pour se débarrasser du nazisme, etc., il y a une résilience extraordinaire. Extraordinaire. Donc, ça, c'est un peu dans les gènes du peuple. C'est un peu dans les gènes du peuple. Et donc, moi, d'après moi, Poutine peut durer. Et tout le monde sait que Poutine peut durer. D'autant plus, il est quand même baqué par la Chine, il est baqué par l'Inde, il est baqué par l'Iran, etc. Donc, il peut durer. Il peut durer et il s'est organisé pour durer. Voilà. Et donc pour moi, je suis totalement d'accord avec M. Dupont-Aignan. Il faut arrêter cette guerre. Cette guerre est totalement stupide. D'ailleurs, elle nous pénalise, nous, plus Mais qu'elle bien sûr. pénalise la Russie. Parce que, si vous voulez, Augmentation du aujourd'hui, prix de l'énergie, regardez l'industrie allemande, et si l'AfD est montée comme ça aux dernières élections allemandes, c'est parce que, effectivement, l'Allemagne, l'industrie allemande va très mal du fait de l'énergie chère. Voilà, donc. Ouais. Dit Nicolas, alors, nous avons des différentes questions ou remarques de nos auditeurs. Luna, c'est moi? Bon, alors c'est moi. Donc, un long commentaire d'un auditeur. La guerre prendra fin non pas quand une ligne quelconque sera atteinte, mais quand les restes de l'armée otano-kievienne se seront effondrés, ce que personne ne peut prévoir exactement. Car cette guerre a pour but de démilitariser l'Ukraine, mais aussi de toute évidence de la Baltique à la mer Noire. Toute la bordure ouest de la Russie, ce que la Pologne, sous influence anglaise, a voulu constituer en initiative des Trois Mers, réveillant le vieux fantasme polonais d'avoir accès à la mer Noire et au port d'Odessa. L'autre but clairement exprimé par Poutine est la désanification. Alors ça, j'aimerais savoir si c'est un fantasme ou si c'est réel. Vous allez pouvoir nous en parler, mon général. L'élimination des extrémistes ukraino-nazis, voilà, se fait par la poursuite de la guerre. Un arrêt des combats lui laisserait un extrémisme terroriste, comme en 1945 et aux années 56, précisément en Ukraine avec le soutien de la CIA et aux anciens collabos de Hitler. Poutine ne veut surtout pas perdre la face à Trump, c'est ce que vous nous avez expliqué, qui risque d'être paralysé si les élections dans moins de 2 ans lui échappent. D'où cette comédie de pourparlers et des conditions impossibles des ressources minières. Alors, oui ou non, les nazis en Ukraine? Alors il a raison sur 2 points. Alors, le point, la dénazification, est quelque chose d'énorme pour les Russes, puisque effectivement, ces 23 millions de morts, c'est à cause des nazis. Oui, donc, non, mais nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'il y a vraiment encore des colonnes nazies en Ukraine, comme on le dit régulièrement dans les médias russes? Il y a pas des colonnes Ukraine, mais il y a quand même aujourd'hui tout ce qu'on appelle les gens d'Azov, etc. Il faut quand même savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont levé une division SS Galicie et d'autres divisions en Ukraine, dans l'ouest de l'Ukraine.
et qu'aujourd'hui, il est légal en Ukraine, et ça a été voté par le Parlement ukrainien, d'honorer cette division et ce qu'elle a fait. D'ailleurs, les Polonais demandent aussi, pour mener une coopération, qu'on supprime cette commémoration, si vous voulez, avec l'ancienne division nazie. Donc il y a une tendance de nazis. C'est pas toute l'Ukraine, loin de là. Mais effectivement, le deuxième point, il a raison, c'est que l'armée ukrainienne aujourd'hui, elle manque pas de matériel, mais on voit très bien qu'elle a atteint les limites de la mobilisation possible et de l'envie des gens de se battre. Voilà, parce qu'il y a trop de morts, etc. Quoi, et il y a un rapport entre le potentiel humain de la Russie et de l'Ukraine qui fait que plus ça dure, plus c'est désavantageux à l'Ukraine. Voilà. Je voudrais témoigner d'une petite anecdote tout à fait dérisoire, mais quand même symbolique. J'étais le seul député à refuser d'assister à la visite du président du Parlement ukrainien, parce que ce président avait quand même, un mois avant, honoré Bandera dans un tweet. Et quand j'ai dit ça, on m'a traité de tous les noms. Mais c'est quand même extravagant de voir toute l'Assemblée nationale française debout, en train d'applaudir quelqu'un qui honore Bandera. Et tous ces députés, mes collègues de droite, du Rassemblement national, de LR, me disant en sous-main, tu as raison Nicolas, mais on ne peut pas faire autrement parce que sinon les médias vont dire qu'on est des méchants Russes. Mais il y a un moment, on marche sur la tête dans notre pays, excusez-moi. C'est-à-dire que comment peut-on aller applaudir quelqu'un qui honore quelqu'un qui a collaboré avec les nazis ? Enfin, c'est le monde à l'envers, voilà. Mais ça passe, puisque les médias français, toute la soirée, tous les jours, racontent aux Français qu'il y a les méchants Russes et les gentils Ukrainiens. Voilà, donc... Mon général... Alors qu'en 2021, quand vous reprenez les reportages de Radio France et de France Inter en Ukraine, vous aviez des reportages qui parlaient du pays le plus corrompu, des oligarques, etc., juste avant la guerre. Un an avant, il faut réécouter les médias français, les médias comme France Inter, France Info, ce qu'ils déclaraient sur l'Ukraine, et ça n'a pas changé. Oui. Et ça n'a pas changé avec la guerre. Cela dit, il faut quand même reconnaître, c'est que le peuple ukrainien est un peuple qui mérite, et notamment les soldats ukrainiens, oui. C'est un peuple qui mérite d'être reconnu comme des vrais guerriers, et moi, c'est ça qui me navre, si vous voulez, en tant qu'officier blessé en opération, etc., de savoir toute la souffrance qui se passe des deux côtés de cette ligne de front, alors que cette guerre a été, on le sait aujourd'hui, totalement provoquée et voulue pour justement isoler l'Europe de la Russie et affaiblir l'Europe et affaiblir la Russie. Voilà, on le sait maintenant, c'est dit ouvertement aux États-Unis. Il y a encore sur CNN, il y avait une interview d'un responsable américain qui le disait ouvertement. Voilà, donc on le sait maintenant, mais c'est pour ça que moi je n'arrive pas à comprendre, sinon de nos dirigeants européens, sinon que effectivement depuis Sarkozy on est aligné avec la ligne américaine, et ils ont été complètement déstabilisés par l'arrivée de Trump auquel ils ne croyaient pas. Et alors maintenant, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas comment s'en sortir et comment ne pas perdre la face. Mais ce qui est terrible, c'est que ça discute, mais finalement, ils n'ont pas les moyens de ce qu'ils disent. Et tous les militaires le savent, hein, tous les militaires le savent, ça ne veut pas vous en faire. L'ennui, ceux qui sont encore d'actifs, eh ben, ils font leur job. Hein. Ils font leur job.
Avant de nous quitter, Jean-Bernard Pinatel, je voudrais rappeler mon général, de rappeler le titre de votre ouvrage par donc le général Jean-Bernard Pinatel, Ukraine, le grand aveuglement européen, carnet de 2 ans de guerre aux éditions Balland. Et l'ouvrage est aussi remarquable que vos propos, mon général. Voilà, donc merci beaucoup cher Jean-Bernard, et nous allons nous retrouver après une courte pause. Merci encore, à très bientôt. Au revoir, mon général. Au revoir, bonne soirée. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà. Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau libre journal de la vie française. Nous avons le plaisir de terminer, nous avons encore à peu près une 3/4 d'heure d'émission avec Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas qui a donc annoncé sa candidature à la présidence de la République. Nicolas, avant de vous présenter notre invité suivant, nous allons parler de Russie mais de façon un peu différente. J'ai un auditeur qui nous fait la remarque suivante et que je voudrais un commentaire de votre part. Bonsoir. Le plus désolant, c'est que Nicolas Dupont-Aignan continue à penser que ceux qui nous gouvernent sont des incompétents. Non, ce ne sont pas des incompétents, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Il faut se résoudre à les désigner par ceux qu'ils sont réellement, des traîtres à la nation. Et dans les rares cas où ils ne savent pas ce qu'ils font, ce n'est pas d'importance car ils n'ont pas été choisis pour leurs compétences. En tout cas, qu'on se rassure, les commanditaires et maîtres, eux, maîtrisent parfaitement la situation et ils savent ce qu'ils font. Bonne soirée. Mais Nicolas. je n'ai jamais dit seulement qu'ils étaient incompétents, j'ai souvent dit qu'ils étaient des traîtres à la nation et on me l'a assez reproché. Donc ce reproche de cet auditeur est infondé. Voilà. D'accord, donc pour vous, nous sommes bien d'accord qu'il y a quand même manipulation mais pleinement. Bien évidemment, et ils sont, comme toujours dans la vie, je ne crois pas au grand complot, il y a des cyniques, il y a des intéressés, il y a des incompétents, il y a des idiots utiles, et il y a des manipulateurs, de gros manipulateurs. et de très gros manipulateurs, et qui font surtout beaucoup d'argent. Voilà. Et vous ne pensez c'est un pas mélange. au complot, mais pourtant vous l'avez dénoncé pendant le Covid. Oui, mais je ne crois. Il y a des quand je complots. dis il y a des, il y a souvent dans nos milieux, en tout cas dans ceux qui me soutiennent, l'idée qu'il y aurait un complot avec quelqu'un qui tire les ficelles. Non, l'histoire est multiple. Oui. L'histoire n'est jamais aussi simple. Et j'ai vu suffisamment la classe politique. Si vous saviez le nombre de députés qui venaient me voir, et j'ai en train d'écrire un livre où je le raconte, et qui me disaient dans le couloir avant un vote, Nicolas, tu as raison, mais aujourd'hui je vais être lâche. Voilà, mais bien sûr. Donc ils le savent. Et pourquoi ils me disent ça? Parce qu'ils ont peur de perdre l'investiture. Parce qu'ils ont peur de perdre une prébende. Parce qu'ils ont peur... Voilà, c'est un mélange. Ce qui est sûr, c'est que derrière, il y a des gens qui ne défendent plus l'intérêt de la nation. Et pourquoi j'ai combattu de toutes mes forces et je continue à demander la destitution d'Emmanuel Macron? C'est parce que lui est tout sauf incompétent et idiot. Il est dans son esprit, je pense, sincère dans la volonté de détruire la nation française parce qu'il croit qu'elle est finie et il veut apparaître comme le fondateur d'une Union européenne. Et vous verrez que le seul objectif d'Emmanuel Macron, c'est de se faire élire à la place de Madame von der Leyen. Oui, et qu'on ne peut pas comprendre ce qui se fait aujourd'hui si on ne comprend pas qu'Emmanuel Macron est en campagne et qu'il va abandonner tout ce qu'il peut de la France pour le donner un coup à la Pologne, un coup à l'Allemagne, la force de dissuasion, faire entrer tel pays, etc. parce qu'il est en campagne pour être président de l'Union européenne. Voilà, c'est ça l'objectif de Macron. Donc je ne suis pas du tout naïf à dire qu'ils sont tous incompétents. Je ne crois pas. Alors, nous recevons maintenant, nous avons le plaisir de recevoir Édouard Izvestia, qui est journaliste franco-russe, et qui va vous poser quelques questions, et nous aurons encore des questions de nos auditeurs également, qui n'arrêtent pas. Merci beaucoup à nos auditeurs pour toutes vos belles questions. Édouard. En fait, je sais que vous avez participé à un discours, monsieur le candidat. C'est notamment à propos de la phrase de M. Macron à l'année 2017. Il a dit qu'il va faire l'économie de 60 milliards par an à fin de quinquennat. À votre avis, donc aujourd'hui, on est ici avec énormément de
problème économique en France. La France dispatche l'argent à gauche à droite, mais le peuple français, ils sont tous avec les frigos vides. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce qu'en fait, comme je dis, la France dispatche l'argent à gauche à droite, ça veut dire qu'on donne un petit peu là, un petit peu ici, on accueille M. Charles, le roi d'Angleterre, avec énormes dépenses, mais aujourd'hui, je dis pas à propos de tout ce qu'on dépense pour la guerre, qui n'est pas la guerre des Français. Et en plus, à votre avis, quand est-ce qu'il sera la fin de cette catastrophe? C'est vrai que Sarak Nafo dénonce cela régulièrement à la télévision, c'est sa grande force, de nous expliquer en effet ce que vient de nous dire Édouard, que l'on donne des millions même en Chine, c'est complètement aberrant pour des villages. J'ai écrit un livre, je vous invite à écouter Sarak Nafo sur Internet. J'ai écrit un livre où va le pognon. Et oui. Il y a 3 ans, j'ai tout écrit. Mais depuis, ils ont fait plus fort. Oui, enfin, ils continuent. Je pense, mais monsieur a raison de dire, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on se lamente. Mais quelles sont les solutions? C'est ce qu'attendent aussi les Français. Une espérance quand même, une direction. Oui. Mais c'est très simple. Il faut réduire les dépenses et les gaspillages sans faire mal aux Français. Là, ils veulent s'attaquer aux retraités. Alors qu'on pourrait très bien réduire, moi j'ai écrit un livre, 100 milliards d'économies, sans toucher les Français. Vous évitez les 15 milliards donnés à l'Ukraine, les 10 milliards par an donnés à l'Union européenne, les 20 milliards, entre 10 et 20 milliards de fausses cartes vitales liées à l'immigration. Vous avez les agences d'État, vous avez la transition écologique qu'on a déjà fait, on est les meilleurs du monde en termes de pureté écologique, puisqu'on a une industrie nucléaire qui nous permet de produire de l'électricité qui n'émet aucun gaz à effet de serre. Je vous trouve demain matin, sans prétention, les 50 milliards d'économies qu'ils attendent pour le budget, mais sans le prendre sur le dos des Français. Ça, c'est possible, mais il faut oser changer de politique. C'est-à-dire ne plus considérer l'immigration comme une vache sacrée, ne plus considérer l'Union européenne comme une vache sacrée, ne plus considérer... etc., etc. Mais au-delà des économies, le vrai problème, c'est l'absence de recettes. Et l'absence de recettes, elle est liée à quoi? Elle est liée à la destruction de notre industrie. Entre 2000 et 2020, la part de l'industrie dans la richesse française a été divisée par 2. C'est énorme. 2 millions d'emplois supprimés. C'est des recettes en moins. C'est des cotisations en moins. C'est dans l'industrie qu'il y a de la productivité. Les services, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les services. Mais s'il n'y a pas d'industrie dans un pays, il meurt. Et on a sacrifié l'industrie, et là Emmanuel Macron a une responsabilité de haute trahison, liée à Alstom, qu'il a bradé. Il y a eu un article qui est sorti, et au début j'ai cru que c'était faux, donc j'ai vérifié. 1600 entreprises françaises de pointe ont été bradées aux Américains depuis l'arrivée de Macron, ministre des Finances en 2014. Et personne n'enquête. TF1 a fait un fact-checking, et ils ont reconnu que c'était vrai. 1600. Donc, quand vous avez à la tête de l'État une bande, je dis mes mots, avec des hauts fonctionnaires, avec des intérêts qui font systématiquement fuir l'industrie française, la faire racheter, l'essorer, et qu'après vous perdez 2 millions d'emplois depuis 2000, alors c'était pas que Macron, ça a commencé avant. Il ne faut pas s'étonner qu'après il n'y ait plus les recettes fiscales. Donc, comme il n'y a pas les recettes suffisantes et qu'il y a des dépenses excessives, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que s'il y a trop de dépenses et pas assez de recettes, on finit mal. Ce que je propose, c'est très simple, c'est faire les économies là où il faut, mais c'est surtout une vraie politique de produire en France, qui passe par des barrières protectionnistes face à des produits chinois qui arrivent sans droit de douane, qui passe par des incitations à produire français en baissant les charges des entreprises qui investissent sur le sol français. On sait ce qu'il faut faire. Simplement, il faut commencer à le faire. C'est tout. Donc, mais ça va dépendre aussi des Français aux élections, parce que moi j'aime beaucoup nos concitoyens. J'entendais des retraités très mécontents, à juste raison, parce que là le gouvernement va les plumer définitivement. Mais qui a voté Macron? Ce sont les retraités français. Voilà, il faut quand même le savoir. C'est les retraités qui à chaque élection ont voté Macron. À la dernière présidentielle, hors retraités, c'était Marine Le Pen qui passait. Donc ce sont les retraités en France qui ont fait le lit de Macron.
faut quand même le dire. Et moi, je dis aux retraités, alors pas ceux qui écoutent Radio Courtoisie, j'imagine, mais je leur dis, arrêtez de vous faire avoir par quelqu'un qui vous fait du mal. Et il y a un moment, moi je le dis aussi, et c'est un peu l'objet aussi de ma candidature présidentielle, parce que moi je suis très libre. Je suis totalement libre. Je ne dépends de personne. Je veux dire aux Français la vérité pendant cette présidentielle. Le salut viendra d'eux-mêmes. Qu'ils arrêtent de croire toujours que le salut viendra des autres. Qu'ils arrêtent de voter soi-disant utile, parce qu'ils voient sur un sondage 30% pour l'un et 4% pour moi. Eh bien, ils ont tort, parce qu'en votant utile, ils ont eu inutile. Et il y a un moment, il faut que les Français aussi réagissent. Est-ce qu'ils veulent sauver leur pays ou est-ce qu'ils veulent être des moutons ? Je suis désolé. Il y a un moment, il faut aussi que chaque Français fasse son examen de conscience. Et moi, je suis prêt à le dire, et c'est ça qui va changer dans ma campagne. C'est qu'avant, j'étais trop gentil ou trop politicien, peut-être. C'est-à-dire que je n'osais pas dire des choses que je pensais. Et là, j'ai envie de les crier, parce que le pays est en train de crever. Et il n'y a que les Français qui peuvent sauver le pays. Ce n'est pas M. Dupont-Aignan qui va y arriver, ni Mme Le Pen, ni M. Bardella, ni M. Retailleau, ni... C'est les Français, parce qu'à un moment, ils vont regarder autre chose que leurs vacances, que leurs ponts, que leurs petits avantages, et est-ce qu'ils vont penser pays, en fonction de leur pays. Est-ce qu'un jour, ils vont arrêter d'écouter France Télévisions et les âneries qui sont débitées matin, midi et soir ? Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte ? Mais ça, moi, je ne peux pas les changer. C'est à eux d'ouvrir d'allumer leur cerveau. Il faut que le frigidaire soit vide de combien ? Il faut qu'il... Non mais, on se parle franchement. Je suis désolé, et c'est pas bien de... Je suis pas là pour engueuler mes concitoyens. Je suis là pour, à un moment, leur dire, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Je peux pas les prendre à votre place. Je vais vous offrir une possibilité. Mais il y a un moment, pensez par vous-même. Arrêtez d'écouter ces journalistes, matin, midi et soir, qui vous racontent n'importe quoi. C'est le pays de la réflexion, la France, quand même. On était le pays des Lumières, soi-disant. Hein, le pays Descartes. Alors, il serait peut-être temps de se réveiller, quoi. Voilà, c'était un coup de gueule, désolé. Je pense que c'est en fait, il n'arrive pas à allumer ses cerveaux parce qu'en fait, déjà, la télé qui est allumée. Hein, donc. Éteignez la télé, allumez vos cerveaux. J'avais fait ce spot. Oui, vous savez que j'avais fait le spot à la présidentielle. J'étais bête parce que je l'ai fait au dernier moment. Vous savez qu'on a des spots de l'ARCOM, du CSA. Oui. Et on enregistre, et puis on a le droit, chaque candidat, le droit à 10 spots de 2 minutes et 10 de 4 minutes. Bon. Et le dernier spot, j'ai fait ça. J'ai fait comme, vous savez, quand on était jeune, il y avait la télé brouillée, vous savez. Oui, il y avait, hein, quand on était petit. Le brouillage. Le brouillard, oui, je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait un petit comme truc, de la là. neige, oui. Voilà, blanc et noir. Et j'ai mis « Éteignez la télé, allumez vos cerveaux ». Alors, c'est passé à minuit, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, parce que c'était le dernier. L'ARCOM a essayé de me bloquer. Mais j'ai dit, mais vous n'avez pas le droit de me bloquer. J'ai regardé le texte de loi. J'ai le droit de mettre ce que je veux sur ce spot. Alors, ils essayaient de me bloquer. Ils ont dit, vous ne pouvez pas publier ça. Parce que je commençais mon discours, et puis au bout de 10 secondes, ça s'arrêtait, c'était brouillé. Et il y avait marqué, tous mes collaborateurs m'ont dit que j'étais fou, m'ont dit, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien du tout. Mais je ne regrette pas du tout. Parce que je crois que le problème aujourd'hui, il est vraiment, est-ce que le peuple français veut s'en sortir et rester un peuple libre ? Sinon, on deviendra des esclaves de la mondialisation, de la Chine et d'autres. Voilà, des esclaves. Or, le français est quand même un résistant d'esprit. Toute l'histoire de France, c'est quand même l'histoire d'une résistance. En général, quand ça va vraiment très mal. Donc, je pense qu'en fait, ça ne va pas encore assez mal, malheureusement, pour que les Français peut-être réagissent. Voilà. Je pense qu'on va voir le 1er mai qui va arriver. Qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Ah oui. 1er mai, on va encore avoir des chaque année, on a des manifestations terribles. Donc, terrible. On a des syndicats qui sont des mollassons, des fauchetons, des vendus, excusez-moi. Les syndicats français, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la crise Covid ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien. Oui, qu'est-ce qu'ils font, les syndicats français ? Je sais pas. Ce sont des ectoplasmes. D'ailleurs, c'est le problème, les structures intermédiaires qui devraient défendre les Français ont disparu. Donc, il y a un immense travail. Et dernière question à propos de la France. Discours de M. Bayrou qui a dit que chaque Français qui avançait à son âge et qui n'est pas encore né, en fait, déjà dû à sa banque 50 000 €. Qu'est-ce qui se passe là ? Oui, mais ça, c'est une tentative de culpabilisation.
C'est quand même extraordinaire. C'est M. Macron qui a fait 1000 milliards de dettes supplémentaires. Il essaie de mettre un drapeau sur le dos de Français, pas mettre le drapeau de je ne sais pas qui sur son dos. Ou dans... Non, mais c'est ça, de responsabiliser les Français. Le discours de M. Bayrou m'a fait penser à la mise en scène du discours de M. Édouard Philippe pendant la crise Covid. C'était la même mise en scène. Vous vous souvenez ? Et en fait, c'est très intéressant. C'est qu'on est dans l'ère de la manipulation des masses. En fait. Ce qui était fascinant, j'ai écouté toute la conférence de presse. C'était quand même fascinant de voir dans la salle tous les responsables politiques qui avaient ruiné la France depuis 30 ans, de tous bords politiques, qui étaient tous réunis à écouter M. Bayrou qui expliquait la faillite du pays. Mais comme disait Einstein, ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui peuvent les résoudre. Donc, ce n'est pas M. Bayrou qui va résoudre les problèmes qu'il a créés. Parce qu'il a quand même soutenu M. Macron, il a voté tous les budgets d'Emmanuel Macron, et maintenant il vient faire un discours à la télévision nous expliquant que c'est la faute des Français. C'est extravagant. Donc, moi ce que je dis aux Français, c'est voilà, maintenant est-ce que vous allez comprendre que ces gens-là vous ont tué ? Donc virez-les. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, réagissez. C'est-à-dire que vous êtes montant et vous êtes capable, pourquoi vous êtes montant. Voilà, tout ça. Tout ce qu'a dit M. Bayrou. Voilà, je sais. Édouard, une autre question ? Donc là, c'est en fait la situation entre la discussion, comment dire, les négociations entre les États-Unis et Russie. À votre avis, parce qu'en fait, ça dure déjà tellement de temps que ça n'arrête pas, en fait. Monsieur, Trump, il veut, avant de son jour de son pouvoir, en fait, avoir quelque chose. Le résultat, il n'a pas de résultat. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si, par exemple, vous êtes un dirigeant de pays l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? Moi, j'ai toujours dit la même chose. J'ai fait une conférence de presse que vous pouvez retrouver sur Internet le 7 mars 2022. Je m'en souviens parce que c'était mon anniversaire. Vous auriez noté, chers auditeurs. C'était quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par Poutine. J'avais dit le plan de paix qui permettrait d'arrêter la guerre et qui aurait empêché la guerre, c'est de dire clairement la France que voulait Chirac d'ailleurs, ce que Chirac avait proposé aux Américains. C'est la neutralité de l'Ukraine. C'est-à-dire rassurer la Russie en lui disant clairement l'OTAN n'avancera pas au-delà de la Pologne, l'Ukraine reste un pays indépendant, mais neutre, l'Autriche a été neutre, et tout en étant indépendant. Et on pouvait très bien arriver à cette situation avec une autonomie pour les 4 provinces du Donbass et de l'Est qui aurait rassuré la Russie, permis aux russophones de l'Ukraine de vivre décemment, et on n'aurait pas eu de guerre. Donc je crois que s'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui, ce serait que la France se grandisse en disant une paix est possible à la condition d'offrir les conditions de la paix. C'est-à-dire de dire très clairement, plutôt que de souffler sur les braises, il faut démilitariser l'Ukraine, mais en échange, que la Russie s'engage à respecter la souveraineté ukrainienne. On ne peut pas imposer quelque chose à un peuple. Non, mais il y a des conditions. Moi, je n'ai pas d'autre solution. Et ne confondez pas Zelensky et le peuple ukrainien. Parce que je crois que le peuple ukrainien aurait été très content de ne pas être instrumentalisé par les États-Unis, par un pouvoir quand même très corrompu. Je ne crois pas que le peuple ukrainien veuille être russe, ça c'est fini. Il veut être indépendant, et ça on doit le respecter. Mais en revanche, on peut expliquer au peuple ukrainien qu'il vaut mieux être neutre et avoir un accord politique avec la Russie d'un côté, les États-Unis de l'autre, les pays d'Europe, pour trouver une voie de paix. Et que cette voie de paix exige un effort des deux côtés. Et qu'à ce moment-là, maintenant c'est trop tard, parce qu'il est clair que la Russie ne lâchera plus les 4 provinces. Les 4 provinces. Mais déjà, si on pouvait s'arrêter avec un arrêt des Russes sur ces 4 provinces et que le reste, il y a le respect de l'Ukraine souveraine, mais avec une neutralité militaire, pas de rentrer dans l'OTAN, on aurait un compromis. Et ce compromis, il est vital pour l'avenir de l'Europe face à la Chine et face aux États-Unis. Si l'Europe ne comprend pas qu'elle sera larguée au XXIe siècle, si elle ne fait pas l'unité avec la Russie, De Gaulle avait le génie
d'avoir vu juste de l'Atlantique à l'Oural face à la Russie et face à la Chine et aux États-Unis. Sinon, nous serons écrabouillés entre la Chine et les États-Unis et le monde ira à un conflit mortel entre la Chine et les États-Unis. Donc je pense que l'Europe a intérêt à... Nous nous sommes bien réconciliés avec les Allemands. Les Ukrainiens se réconcilieront bien avec les Russes. Mais si on n'a pas la volonté de le faire, et puis il faudra que les Russes fassent un effort aussi. Mais moi, j'essaye d'être juste dans cette affaire. Et je pense que si la France avait été juste dès le départ avec une vision gaullienne, eh ben la France aurait été grandie dans le monde, notamment vis-à-vis des BRICS, notamment vis-à-vis de l'Afrique, et on n'aurait pas sombré dans le ridicule qu'est le nôtre aujourd'hui. Parce que Macron, notamment, nous affaiblit, mais nous ridiculise. Et quand on est ridicule dans le monde pendant 10 ans, c'est dur à rattraper, je peux vous dire. Une dernière question, cher Édouard. Vous comprenez les choses comme il faut, donc à mon avis. Je suis d'accord c'est avec sympa vous. un journaliste comme ça. Mais C'est pas non, tous parce les qu'en jours. fait, tout simplement, il faut arrêter la guerre. Bien sûr qu'il faut pas arrêter. Déjà, il faut ne pas commencer la guerre. Déjà, il faut arrêter tout de suite. Mais vous comprenez pourquoi M. Macron ne comprend rien. Mais parce que M. Macron, il comprend très bien. Il comprend très bien. Emmanuel Macron manipule les Français, sûr. essaye de se refaire une situation politique par la peur. Il l'a fait avec la peur du Covid. Ça a marché pour lui. Il faut être clair. Il a été réélu par la peur de la guerre en Ukraine. Et c'est un homme que j'ai toujours trouvé malsain et qui a gagné et se maintient par la mélange de séduction et de peur qui, pour moi, est terrible et qui est tout le contraire de l'idée que je me fais de la politique. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je l'ai en face. Mais moi, je ne cède pas. Et ce qui me désole, c'est que des forces politiques beaucoup plus importantes que la mienne, comme le Rassemblement national, ont été tétanisées et presque envoûtées par lui. D'ailleurs, à 2 reprises, lors du débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et aujourd'hui. Parce que si, suite à la dissolution ratée d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national avait été ferme comme je le voulais, en revotant la censure de Bayrou immédiatement après la censure de Barnier, en votant la destitution, parce qu'on peut dire que M. Mélenchon a beaucoup de défauts, et je le combats. Mais M. Mélenchon n'est pas du genre à abandonner les combats. Et il a proposé la destitution d'Emmanuel Macron. Pourquoi le Rassemblement national ne l'a pas voté ? Et on aurait pu le conduire à la démission, ou du moins l'affaiblir. Comme on lui a laissé du répit et que c'est un homme habile, eh bien, regardez, pourquoi il alimente cet esprit de guerre ? Parce qu'il veut revenir au pouvoir et il est capable de dissoudre là dès le mois de juillet en disant « mais sauvez-moi, le Rassemblement national est pro-russe, Mélenchon est ceci, pro-palestinien, et vous ne savez pas ce qui peut se passer. » Donc, je regrette que les oppositions soient naïves. Voilà. Et je pense que quand on est face à quelqu'un de dangereux pour le pays, on doit le combattre. Et on doit gagner. Voilà. Et comme ils ne le font pas, j'essaye. Très modestement. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, donc je voudrais d'abord remercier tous nos auditeurs. Nous avons reçu encore beaucoup de courriers. Malheureusement, le temps nous manque pour les lire tous. Et ils peuvent m'écrire sur le site de Debout la France. Alors, allez-y. Ils vont sur le site de Debout la France et il doit y avoir l'adresse. deboutslafrance.fr. deboutslafrance.fr. Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez continuer cette conversation avec Nicolas Dupont-Aignan, deboutslafrance.fr et voilà, vous aurez un certain nombre d'informations. Il nous reste ma chère Claudia à la technique d'abord, que je remercie beaucoup puisque c'est elle qui a passé beaucoup d'informations, puisque malheureusement il n'y avait personne pour prendre vos appels, mais nous avons reçu énormément de questions par internet et également par WhatsApp. Bien, pour terminer l'émission, je sais que vous êtes un passionné d'art, mon cher Nicolas. J'ai le plaisir de recevoir Nadège Meden. Je prononce correctement, chère Nadège. Voilà, vous êtes soprano, Nadège, et vous allez vous produire dans un événement qui est un gala caritatif Salle Cortot le 12 mai au profit d'une association qui s'appelle Epicart. Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu à la fois de cette soirée et qu'est-ce que c'est que l'association Epicart. Alors là, on vient d'entendre des choses assez difficiles. L'atmosphère dans laquelle on est, c'est pas toujours facile. Et nous, on vous propose un événement assez festif autour de l'opéra. Donc c'est un cocktail avec un gala, un cocktail et puis un concert. Epic Art, c'est une association, c'est une ONG
qui œuvre au Cambodge et qui permet l'inclusion des personnes en situation de handicap à travers les arts. Donc ces personnes, elles ont des formations professionnelles, il y a de la danse inclusive pour permettre à ces personnes de s'en sortir dans la société, parce que c'est pas évident dans ces pays-là, surtout en situation de handicap. Et donc on a accepté avec un certain nombre d'artistes de leur prêter main forte et d'organiser un gala lyrique pour qu'ils puissent récolter des fonds et continuer leur action. Voilà, c'est de la solidarité. Ce gala, il se passe salle Cortot. Je ne sais pas si vous connaissez la salle Cortot, mais c'est vraiment un très beau monument historique qui date, je crois, 1961, quelque chose comme ça, qui est adossé à l'école normale, qui est aussi une école historique où sont passés les plus grands musiciens. Par exemple, on a Rostropovitch qui faisait de cette salle son écrin préféré. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la soirée. Je peux aussi peut-être vous parler des artistes qui seront présents. Tout à fait, absolument, à vos côtés. On a la chance et la joie d'accueillir Cyprien Katsaris, qui est un pianiste international qu'on ne présente plus, qui a travaillé avec les plus grands chefs, les plus grands orchestres, par exemple Leonard Bernstein, énormément de chefs prestigieux et de formation, le Philharmonique de Berlin, etc., qui a accepté de soutenir cette cause et de venir. Donc il sera là, il va faire des improvisations autour de l'opéra, il va aussi jouer des pièces. On a aussi la présence d'Olga Siniakova, qui est une artiste ukrainienne, on parlait de l'Ukraine tout à l'heure, qui maintenant réside en Espagne, mais qui joue sur les plus grandes scènes internationales, par exemple, qui était déjà venue en France, au Théâtre du Capitole, aux côtés de Karine Dehaye, dans Norma. Donc voilà, cette artiste a accepté de se produire. On a pas mal de grands noms. On a Denis Dubois de l'Opéra de Paris, pianiste et chef de chant qui viendra accompagner les chanteurs. Nous avons aussi Juliette Gauthier, par exemple, de l'Académie de l'Opéra Comique, Lise Nougier de l'Académie de l'Opéra de Paris. Donc, c'est vraiment un très bel événement avec des très beaux artistes qui ont accepté de venir pour ce gala. Et voilà, comme on aime se faire plaisir, il y a un petit cocktail et on peut venir en tenue de cocktail pour en profiter aussi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je rappelle votre nom, Nadège Méden. Vous êtes soprano et nos auditeurs auront le plaisir de pouvoir venir vous écouter. Donc, ce gala caritatif, salle Cortot, le 12 mai prochain, au profit de l'association Epicart, dont nous vous avez si gentiment parlé. Merci beaucoup, cher Nadège, et nous vous souhaitons évidemment une très belle soirée, mais nous n'en doutons pas. Et quelle date 12 mai. 12 mai. 12 mai, ça a été dit. Et il y a encore des places disponibles? Oui, il reste encore des places. Voilà. Peut-être un site ou quelque chose pour nos auditeurs? Alors, le plus simple, je crois que c'est de nous envoyer un mail à l'adresse de l'association contact. Donc, contact, arrobase, la lune dans les yeux, c'est le nom de l'association qu'organise. Mignon, ça. Oui. lalunedantlesyeux.com. contact@lalunedantlesyeux.com. Merci beaucoup, cher Nadège. Cher Nicolas, je voudrais terminer avec vos rendez-vous. Est-ce que vous avez prévu des rassemblements de Debout la France, des manifestations de Debout la France à venir? Alors, pas en ce moment. Enfin, il y a des rassemblements dans chaque département avec nos responsables qui sont sur les marchés. Justement. Donc, il faut aller sur le site de Debout la France. Ouais. Et il y a tous les contacts des responsables départementaux pour tous ceux qui veulent nous aider. Moi, je suis plutôt en faveur des petites fourmis. C'est-à-dire que je crois que c'est sur le terrain, marché par marché, entreprise par entreprise, qu'on arrivera à justement faire bouger les Français. Et donc ça veut dire qu'on a un petit tract, puisqu'on n'a pas assez de moyens, mais on a quand même un beau tract qu'on distribue, qui explique la démarche. Et ils sont sur les marchés, coller des affiches, à la rencontre des gens, partout en France. Donc il faut prendre contact avec nos représentants. Moi, je ne vous cache pas aussi que je suis en train de finir mon livre, et que donc je reprendrai les meetings une fois que mon livre sera fini, parce que mon éditeur se lasse et que j'en ai fait les 2 tiers, j'en ai écrit les 2 tiers, mais moi j'écris mes livres, c'est du boulot. Et puis je vais vous dire, écrire un livre c'est merveilleux parce que ça vous aide à clarifier vos idées. Les sorties prévues? Sortie prévue septembre chez Fayard. Et donc, je dois remettre le manuscrit le 15 juin. Et donc, jusqu'au 15 juin, l'intitulé n'est pas encore oui, bien sûr, choisi généralement par l'éditeur, la tradition de cela. Non, mais justement, l'éditeur m'a trouvé un titre qui ne me plaît pas. Bon. Donc, je suis en discussion avec l'éditeur. La thématique, Nicolas. Du livre, c'est d'essayer de comprendre
à la lumière de ma petite expérience de ces 30 dernières années en politique, pourquoi on en est arrivé là ? Par quel processus d'autodestruction notre pays en arrive là ? Et comment surtout, et par quelles mesures on doit s'en sortir ? Et on peut s'en sortir. Et j'ai organisé le livre autour de 3 parties dont je ne peux pas vous révéler encore les titres parce que ce sera l'effet de surprise, qui sont les 3 directions que je propose au pays. Et un peu comme un médecin chinois, je pense que ça ne sert à rien de faire des promesses excessives et je voudrais proposer aux Français les petites aiguilles aux bons endroits, comme en acupuncture. C'est-à-dire trouver le bon endroit où, avec une petite aiguille, on peut créer une réaction en chaîne qui permet de sauver le pays. Et pour cela, vous vous faites accompagner de spécialistes dans différents secteurs ? Non, le livre, je ne veux pas faire un livre... Je fais un livre vraiment... Non, je fais un livre, vous voyez, je me mets à ma table. Ce week-end de Pâques, ça a été un week-end studieux pour moi. Et il y a 35 petits chapitres. Je pars à chaque fois d'une petite anecdote, de quelque chose que j'ai vécu, dont j'essaye de me souvenir, qui m'a marqué. Et à partir de là, je déroule de manière assez spontanée pour aboutir à des propositions. C'est un exercice un peu curieux, un peu intéressant, où j'essaye d'aller au fond vraiment de tout ce que j'ai pour essayer de convaincre mes concitoyens qu'on peut s'en sortir. Parce que la France, on en parlait avec Jean-Marie Roy, la France a vécu des descentes aux enfers et des redressements magnifiques. Et surtout, ce que je voudrais expliquer, j'entends souvent quand je croise les gens ou quand les gens viennent me voir gentiment dans la rue, ils me disent « bon, vous êtes sympathique, ça commence toujours bien ». Et puis, ça finit toujours mal. Pas toujours mal, mais souvent mal. C'est-à-dire qu'ils me disent « ah, vous êtes formidable et tout ». Bon, en gros, mon pauvre monsieur Dupont-Aignan, c'est trop tard. Et ça m'exaspère. Parce que c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour un individu. C'est jamais trop tard pour si on croit un peu dans l'espérance. C'est jamais trop tard. Moi, j'ai repris une ville en difficulté hier. Tout le monde disait c'est trop tard. On a réduit la dette de moitié. On en fait une des villes les plus belles de France. Une petite ville, 30 000 habitants en Île-de-France. Quand je suis arrivé dans ma ville, les gens vendaient leur maison, partaient, me disaient c'est trop tard. Donc, je veux expliquer dans ce livre que c'est pas trop tard. C'est très tard, oui. C'est très tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, c'est bien tard. Mais j'ai envie que les Français reprennent en main leur destin. Voilà, et se disent qu'on leur indique un chemin. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Et puis, pendant ce temps-là, toutes les troupes de Debout la France sont sur le terrain. Moi, je suis dans l'écriture. Et puis, à partir du 15 juin, vous me verrez en réunion publique. Et on commencera en septembre des réunions publiques toutes les semaines dans toute la France. Élection municipale ? Il y a l'élection municipale. Je ferai ma part dans ma ville parce que c'est mon bébé et que j'espère qu'ils veulent encore de moi. Mais voilà, comme... vous voyez, c'est ce que j'aime bien dans François Bayrou. François Bayrou a beaucoup de défauts et je le critique beaucoup sur la politique menée, mais il aime sa ville de Pau. Et je pense que quand on aime sa ville, ça veut dire déjà qu'on n'est pas si mauvais et qu'on a des racines. Voilà. Et vous savez, je pense, si on revient à Macron, pourquoi on en est là, c'est qu'il n'a aucune racine. Et que ce n'est pas un homme politique enraciné dans le pays à un endroit. Et que ça explique beaucoup de choses. Et aucune expérience politique. Et ça explique beaucoup de choses. Je crois que notre pays mérite qu'on l'aime et qu'on se batte pour lui et que notre pays a des atouts extraordinaires, a des gens formidables. Simplement, il y a une phrase, je me souviens de Lech Walesa. Lech Walesa, un jour, avait dit dans les dictatures, on vous fait croire qu'on est seul à penser. Et Lech Walesa avait dit, pourquoi Jean-Paul II, en disant n'ayez pas peur, avait galvanisé les Polonais, les chantiers navals, les syndicalistes, parce qu'il disait tout d'un coup, on a réalisé qu'on n'était pas seul. Et bien, moi, j'ai envie de dire aux Français, vous n'êtes absolument pas seuls. Nous sommes des millions à être révoltés, nous sommes des millions à aimer la France, ses valeurs. Donc, arrêtons de se croire seuls, culpabilisés par des médias, par des intérêts, Donc, je voudrais essayer dans ce livre, mais je ne sais pas si je vais y arriver, on va essayer. Je voudrais essayer de leur faire passer l'idée qu'on a entre les mains un trésor et qu'il faut le sauver. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Nous finissons parfaitement. Claudia a le sourire derrière, donc c'est parfait. Merci beaucoup